Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 368e rencontre Vlil. Et ce soir, on a donc la chance de recevoir quatre auteurs. C'est la rentrée littéraire Phébus. On a donc d'un côté Marie-Eugène, qui est l'éditrice en chef de chez Phébus depuis peu et qui a donc sélectionné ses quatre premières publications depuis janvier. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et nous avons donc, je vais les citer par ordre d'arrivée, La Grande Sophie avec Tous les jours Suzanne, Marin Postel avec La mer est un mur, Karine Azan pour Vie et survie d'Elisabeth Alpern et Daniel Deroulet, Frontières liquides. Quatre titres totalement différents, même si on pourrait y trouver quelques ressemblances, notamment sur la notion de frontière avec deux des livres, mais pour le reste, des manières d'aborder la littérature aussi singulières, parfois de l'autofiction, parfois davantage un voyage introspectif, parfois un quasi-thriller et de l'autre côté, un roman à l'état pur également. Marie, j'aimerais vraiment savoir déjà, pour lancer les sujets et le débat, savoir comment tu as choisi ces quatre auteurs-là. Qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui t'a plu dans ces quatre plumes et dans ces quatre aventures littéraires? Alors déjà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis arrivée, en fait, comme tu le disais, il y a très peu de temps chez Phébus pour reprendre, non pas l'entièreté du catalogue, mais la partie francophone. Une collègue, Florence Barrault, s'occupe du domaine étranger. Phébus, c'est une maison qui a bientôt 50 ans, qui a un historique très fort, et notamment du côté, alors du côté français aussi, mais côté étranger, avec une ligne, dans les débuts en tout cas, autour du genre, beaucoup du voyage, de l'aventure, des écritures, des univers comme ça assez variés. C'est une maison qui ne s'interdisait rien à sa fondation. Et puis le temps a passé, il y a eu des moments plus forts que d'autres, comme pour toutes les maisons. Et c'est une maison qui avait à cœur de publier des romans avec des dramaturgies quand même assez fortes. J'avais ça en tête, moi, j'ai passé quelques années chez Stock, Fleuve et Harper où j'avais monté la collection Traversée que tu connais bien, Anthony, puisque on a fait quelques soirées Velil ensemble. Et j'avais déjà pas mal en tête cette question de publier des voix, des découvertes, évidemment. Donc là, je vais développer après avec ces quatre auteurs, mais aussi des univers qui proposent quand même toujours des narrations, des regards de biais, des regards décalés, des perspectives un peu différentes. Et je trouvais que en arrivant ici, il y avait donc un terrain très libre, ce qui est un peu le meilleur, le meilleur scénario pour un éditeur qui arrive dans une maison, une éditrice, puisqu'on peut imposer tout de suite ses envies, sa marque, sa patte, etc. Donc ça, c'est quand même un grand luxe, même si ça peut faire peur au démarrage. Et je suivais la plupart de ces autrices et auteurs. Je vais commencer par Karine Azan, dont j'ai publié le premier roman chez Harper, dans Traversée. Je savais qu'elle travaillait depuis quelques années sur ce texte, Vie et survie d'Elisabeth Alpern. Je savais qu'il y avait ce travail autour de la dramaturgie très fort, très particulier. Et je savais, tu disais, ça mêle parfois autofiction, fiction, etc. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est des frontières avec lesquelles j'aime bien jouer, en général, dans les textes que je choisis, que je publie. Il y a toujours hein, une part de l'auteur ou de l'autrice dans un texte. Ça peut être fait de manière plus prononcée. Alors là, on parlera du livre de Sophie tout à l'heure, mais en tout cas, j'aime bien jouer avec ces frontières-là. Et pour revenir à Karine, il y avait ce texte et je me suis dit que tous les auteurs ne m'ont pas suivi, tous les auteurs n'avaient pas vocation à être figurés au catalogue de Phébus parce qu'en effet, ça se travaille une ligne. Et je trouvais que Vie et survie d'Elisabeth Alpern avait tout à fait euh, l'esprit, en tout cas, de Phébus, mais aussi l'esprit que moi j'ai envie d'apporter, qui est un esprit un peu neuf, un travail sur justement le mélange des genres. Et le texte de Karine me semblait tout à fait adapté pour une rentrée aussi littéraire, puisqu'on est quand même dans le cadre d'une rentrée littéraire. C'était pour moi un texte parfait pour le mois de janvier. Mais je peux pas en dire trop sur le texte parce que je voudrais te laisser quand même en parler avec l'autrice en question. Et évidemment, une écriture.
Marin, je le suivais depuis plusieurs années. Ça fait Marin, je crois, 5 ans qu'on se côtoie. C'est le premier roman de la rentrée. C'est toujours important. Alors, c'est pas toujours le cas, mais j'aime bien avoir la possibilité de trouver un très bon premier roman pour une rentrée littéraire, que ce soit en août ou en janvier. Marin, ça faisait quelques années que je suivais son travail autour de ce premier livre, La mer est un mur. Il portait déjà ce titre d'ailleurs. Marin, je les aime tous, ces textes, mais c'est pour ça que je les publie aussi et je sens qu'ils ont leur place dans ce catalogue. Marin, j'avais repéré assez tôt qu'il y avait un travail très fort autour de l'écriture, évidemment, un ancrage géographique. Et c'est marrant parce que j'arrête pas de parler du passé de Phébus. Je me suis juré que je ne m'inscrirais pas dans un héritage parce que c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Je pense que chaque personne arrive avec son univers et malgré tout, chacun de ces textes a un lien avec le passé de Phébus. C'est ça qui est amusant. Et Marin, très fort, puisqu'il y a ce côté insulaire qui est vraiment, pour le coup, là, ancré et en lien avec l'histoire de la maison Phébus. La grande Sophie, je la suis depuis, bah, c'est le premier livre, mais ça faisait 1 an à peu près, Sophie, qu'on discutait. Ça va faire 1 an et demi maintenant qu'on se connaît. On était en passe de signer chez Harper, hein. Ça, c'est les aléas des changements de maison. J'avais publié dans le passé d'autres musiciens. Et c'est quelque chose que j'aime faire, en tout cas, faire découvrir des voix qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude aussi de lire dans l'édition. Alors, je suis pas c'est pas inédit, je suis pas la seule à le faire. Il y a des musiciens qui publient dans des maisons comme POL ou dans plein de maisons, en fait, Flammarion, Gallimard, Stock. Mais j'avais ce goût-là, en tout cas. Et Sophie a eu la folie, curiosité et la générosité de me suivre quand je lui ai annoncé que je partais de d'Harper alors qu'on allait signer. Et je pense que dans la maison, alors là c'est plus au sens du groupe de Libella, ça a du sens aussi de publier des musiciens qui sont des auteurs et des autrices aussi, plutôt chez Buchet. Mais en tout cas, moi je l'initie maintenant chez Phébus, parce que c'est logique avec mon parcours plus qu'avec avec la maison Phébus à part entière. Pardon, je j'ai pas de voix hein, quasiment. Et enfin, je termine avec Daniel, que j'ai rencontré dès que je suis arrivée ici. C'est un auteur qui a déjà publié dans la maison plusieurs ouvrages, et notamment un roman qui est 10 petites anarchistes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, chez Buchet, puis chez Libretto. C'est un auteur que j'ai appris là, à rencontrer et à connaître, que j'ai la joie de rencontrer dès que je suis arrivée, que j'ai lu, que je continue de lire, notamment Un dimanche à la montagne. Là, je suis dans Kamikaze Mozart, Double, que j'apprends à connaître. Et ça a été assez évident pour moi de publier ce texte, là encore, parce qu'à la fois, il s'inscrit dans l'héritage, avec un récit de voyage, un récit dans le temps, un récit dans l'espace, qui est à la fois en plus très ancré dans nos questions contemporaines. Ça, c'est un point important pour moi aussi, tant chez Harper avant que maintenant. Et je me suis pas posé 1000 fois la question de le publier ou non. J'ai absolument été charmée par le texte et j'ai trouvé que les quatre, comme ça, pour on va dire, redémarrer, j'aime pas le mot, mais relancer ou redémarrer l'histoire d'une maison, je trouvais qu'ils se complétaient absolument, ils avaient des choses en commun, alors on dirait pas comme ça, mais parce qu'ils ne se phagocytent pas, et c'est hyper important aujourd'hui de publier peu, mais aussi de ne pas créer trop de concurrence, en tout cas sur parfois des sujets, des écritures, etc. Mais ils ont en commun un certain rapport au temps, en tout cas pour les quatre. C'est ce qui les relie pour moi dans cette rentrée Phébus et ça a du sens par rapport au projet là qu'on relance, Florence et moi, pour la maison. Et derrière tout ça, une fois qu'on explique de façon très rationnelle les choses, ce sont des textes que je trouve bah, très forts, que j'avais envie de porter, de défendre. Et bah, les trois premiers sont sortis le 9 et le 16 janvier, ça se passe très bien. Et Daniel, c'est pour toi le tour, c'est jeudi, c'est ça? Jeudi, Frontières liquides sortira en librairie. Et on pourra vraiment dire que cette fois, voilà, le lancement, bah, c'est presque derrière nous et que maintenant, à la maison, on n'a plus qu'à vivre de belles années avec ces nouveaux auteurs pour animer le catalogue. Donc voilà, je suis très fière de les publier et j'avais envie qu'ils soient là tous les quatre, même dans cette rencontre.
pour communiquer. Il y a plus de ponts qu'il n'y paraît entre ces quatre auteurs. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus pour pas monopoliser trop la parole. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tu ne te limites pas au côté romanesque des choses, puisque même pour l'ouvrage de Daniel de Roulet, le romanesque, il est là. On a l'impression que Bien sûr. le côté romanesque, le voyage initiatique, alors qu'on pourrait penser que, il le dit très bien dans sa préface, que ça aurait pu être un essai, en réalité, c'est bien au-delà d'un essai. Et c'est exactement la même chose pour la Grande Sophie. Au-delà de l'autofiction, on est véritablement aussi dans une aventure romanesque, sauf qu'il n'y a pas l'étiquette roman. On est bien d'accord. Non, il n'y a pas l'étiquette roman. Et pour Sophie, en effet, quand je parlais de regard de biais, de perspective décalée, je ne publierai pas un témoignage ou une autobiographie s'il n'y avait pas ce recul et ce filtre poétique, d'écriture, de vision, d'humour, etc. Bien que ça puisse m'intéresser si un jour je développe encore plus le catalogue avec d'autres labels, d'autres mais chaque livre publié là, il y a deux romans. On va dire que Marin et Karine, ce sont les deux romans purs. Il y a pas de question, même si il y a des parts autobiographiques dans les deux. On va le découvrir. Euh, mais pour Sophie et pour Daniel, il y a évidemment un regard, en fait. Un regard, en tout cas des questions qui s'ajoutent aux questions qu'on pourrait se poser en tant que lectrice, lecteur, mais aussi une dimension poétique, un décalage en tout cas. On parlait d'étonnement là pour relancer Phébus, maison d'histoire, d'étonnement, c'est vraiment ça en fait. C'est trouver l'étonnement, retrouver des questions avec un biais qui nous touche, qui nous émerveille, qui nous bouleverse plus parfois que une pure non-fiction ou voilà, ou un essai. Même si c'est important d'en lire et j'aime en lire, hein, mais comme éditrice, en tout cas, j'aime bien travailler ces regards-là. Alors, on va donc reprendre ton ordre, Marie. Ça me facilite les choses. Comme ça, c'est toi qui l'as décidé. Tu en prendras toute la responsabilité. C'était en impro, hein, je n'ai pas du tout. Alors, on va Ok. reprendre avec une question plutôt commune pour tous les quatre, tout simplement pour débuter, pour savoir comment naît l'idée, comment jaillit l'idée de création, à partir de quand votre texte, votre manuscrit devient littérature, quelle est l'idée principale, première, qui vous a défini. Et on va donc commencer par Karine avec cette fabuleuse histoire d'Elisabeth Alpern, dont vous vous êtes inspiré à travers votre grand-mère. Oui. Ben, bonsoir à toutes et à tous. Et merci Marie de cette belle introduction. C'est chouette du coup d'avoir le sentiment de faire partie comme ça d'une écurie d'auteurs. Je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment c'est précieux. Euh, alors oui, en fait, le point de départ de mon bouquin, c'était une lettre que ma grand-mère m'a envoyée il y a une vingtaine d'années. Et ma grand-mère habitait en Australie, donc il y a une grande part de tous les souvenirs d'Elizabeth Alpern sont vrais dans mon livre, et tout le récit au présent c'est de la fiction. Et donc le point de départ, c'était une lettre de ma grand-mère que j'ai reçue au début des années 2000 et où elle me racontait, elle habitait à Melbourne en Australie, et elle me racontait que comme tous les étés pour nous et tous les hivers pour elle, elle partait faire du ski à Mont-Buffalo dans les Alpes australiennes. Et cet hiver-là, elle a fait la connaissance d'un vieux monsieur allemand cardiaque qui la draguait. Et elle était déjà assez âgée, elle avait déjà 70 ans. Et, euh, et en fait, ma grand-mère, donc je précise, était une juive d'origine ukrainienne qui avait survécu à la Shoah grâce à un physique qu'on pouvait qualifier d'arien à l'époque. Et donc, ce monsieur, ce vieil Allemand cardiaque, la draguait, et puis elle avait l'esprit facétieux, et elle me raconte dans cette lettre que elle pourrait se laisser séduire, que peut-être un jour il lui demanderait sa main, et que peut-être elle l'accepterait, et que le soir de la nuit de noces, elle lui dévoilerait sa véritable identité de juive d'Ukraine, et que là, le vieux cardiaque qu'il est mourrait d'un infarctus, et ce serait donc le crime parfait.
Et voilà la pépite qu'elle m'a offerte il y a une vingtaine d'années. Et c'est une histoire, sur le moment, je me suis dit, ma grand-mère est un génie, elle est beaucoup plus scénariste que ce que je me targue d'essayer d'être depuis toutes ces années, puisque je suis donc scénariste par ailleurs. Et j'ai mis du temps avant d'arriver à lui rendre un hommage à la hauteur de son talent. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai essayé. Et voilà le point de départ. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être laisser la parole. Dites-moi si Marie ou On, Anthony. on y reviendra après, on y reviendra après, notamment sur ce côté scénariste, puisqu'elle vous interpelle constamment Oui. en vous disant, c'est toi la scénariste, vas-y, façonne ton histoire. Marin Postel, La mer est un mur. Alors là, pour le coup, comment dire, autre paysage, autre environnement, mais en même temps, une insularité, des secrets familiaux, des non-dits, des silences, une réflexion commune aussi au sein même d'une famille. Racontez-nous aussi cette histoire que vous avez voulu raconter, qui est si particulière, si tendre et à la fois si douloureuse. Quel est le point de départ pour La mer est un mur? Moi, le point de départ, du coup, il est moins dramatique, on va dire. C'est simplement un lieu. C'est une île parce que ça s'inspire d'une île qui existe. Et finalement, c'est une atmosphère que j'ai voulu retranscrire. Évidemment que j'ai transformé, mais c'est parti de là. C'est pas parti d'un événement particulier que j'aurais voulu, à ma manière, raconter. C'est vraiment parti de cet endroit que je connais bien. Et, euh, et donc, je me suis inspiré parce que je trouvais le cadre intéressant. En fait, c'est des familles de pêcheurs et des familles d'estivants qui coexistent, cohabitent depuis des générations. Cette île coupée du territoire, ce petit territoire où beaucoup de coupé du continent, pardon, ce petit territoire où beaucoup de différences finalement se rencontrent. Et à partir de ça, j'ai déroulé une histoire finalement, une histoire familiale. C'est ce qui me paraissait être le plus naturel parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de mon vécu finalement, parce qu'encore une fois, c'est cette île que je connais, c'est une île où de la même façon, il y a tout un héritage qui se transmet de père en fils, j'allais dire de parents à enfants, mais dans le livre, c'est quand même c'est quand même très masculin. Et voilà, donc finalement, je suis parti de cet endroit, de cette configuration, cette île divisée, et j'ai à partir de là posé les personnages. Très bien. La grande Sophie à présent, encore une autre facette. Pour le coup, vous décidez de vous adresser à un personnage qui s'appelle Suzanne, qui est issu d'un de vos albums, d'une chanson d'un de vos albums, dont on parlera tout à l'heure, qu'on diffusera un petit extrait. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant? Une facette de vous qui était extrêmement, en tout cas au spectre extrêmement large. Pour un premier livre, on parle souvent de soi ou en tout cas de ce qu'on a vécu dans un premier livre. Pour le coup, vous n'y dérogez pas et c'est fait avec beaucoup de tendresse et à la fois beaucoup de lucidité aussi sur vous-même, sur le succès, sur l'absence de succès parfois. Racontez-nous cette histoire et notamment cette histoire avec Suzanne. Alors, Suzanne est un personnage, comme vous l'avez dit, d'une de mes chansons. Elle est arrivée en fait par nécessité. Cette chanson en fait était une lettre au départ qui est devenue une chanson. Et c'est le premier contact que j'ai pris avec ce personnage, avec cette dame, j'ai envie de dire, qui est devenue ma consolante, ma confidente par rapport à un événement qui s'est passé dans ma vie. Et cette chanson, donc je l'ai chantée tous les soirs pratiquement dès que j'étais en concert et je sentais qu'elle avait une relation particulière déjà avec moi, ça c'est normal, mais elle en avait une autre avec le public, elle avait un espèce d'aura, elle remportait tous les applaudimètres et elle vivait sa vie avec moi sur scène jusqu'à ce que j'ai eu besoin ces dernières années de lui réécrire plus intensément par rapport à ce que je vivais. J'ai eu besoin de revenir sur tout ce que j'avais vécu depuis mon enfance, de
J'ai eu besoin de formuler en fait tout ce que j'avais traversé par rapport aux choix que j'avais fait dans ma vie. J'ai toujours voulu être chanteuse et rien ne pouvait m'en empêcher parce que j'avais cette détermination jusqu'à ce que j'arrive à mon âge, l'âge qui approche la cinquantaine. Et dans mon métier, c'est un âge très 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 ingrat. Jusqu'à présent, j'avais pu faire abstraction de tout ce qu'on m'avait dit. Et à ce moment-là, j'ai eu comme si je perdais confiance en moi. Donc Suzanne a été nécessaire pour lui raconter en fait ce que projetait la société sur une femme de mon âge. Et le fait de lui réécrire et de revenir sur tout ce que j'avais fait, moi, l'autodidacte, j'ai repris possession de mes envies déjà. Et je me suis dit, mais en fait, personne n'a le droit de m'empêcher de poursuivre mes rêves. Et, euh, et, et voilà, j'ai fait, donc, ces lettres sont devenues un ouvrage. Et cet ouvrage est devenu aussi un spectacle, puisqu'il y a l'adaptation sur scène qui vit sa vie depuis la sortie du livre d'ailleurs. Et même votre grand-mère ne peut pas vous en empêcher. On reparlera de cette lettre Voilà. terrible. Terrible. Daniel de Roulet, c'est à vous pour Frontières liquides, journal de Lac. Alors là, c'est véritablement un ouvrage alors, qui n'est pas encore sorti. Il sortira jeudi. Je vous montre ici. Voilà. Qui est si particulier, qui a une telle acuité sur l'environnement, sur ce qui finalement vous parlez de bien commun, où vous allez voyager à travers différentes régions, notamment sur la notion de frontières. Alors, d'un côté, il y a en effet le droit international, de l'autre côté, il y a, on pourrait dire, le droit des hommes. Euh, pour le coup, vous parcourez tous ces lacs, vous leur faites dire finalement tout ce qui s'y passe dans le passé, dans le présent et potentiellement dans ce qui va arriver plus tard. Je trouve que l'aventure est aussi fabuleuse, avec un œil totalement différent et avec clairement un style euh, réel. Racontez-nous cette volonté de vouloir parcourir finalement cette étendue d'eau qui donne aussi beaucoup de choses à dire sur les hommes, sur ce qui nous entoure, sur ce qu'on a envie de préserver, ce qu'on a envie de protéger, et malheureusement qu'on n'arrive pas forcément à faire. Alors Daniel, je pense que votre micro est recoupé. Il faut le réactiver. Refaites exactement la même... Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça. Parfait. Bon. Alors, la question, comment est arrivé ce livre? En fait, peut-être partir quand même du fait que, contrairement aux trois qui viennent de s'exprimer, moi j'habite un autre pays, et un autre pays qui est frontalier et où les frontières sont très très proches toujours. Il n'y a pas de mer, mais beaucoup des frontières, c'est des lacs. Et de ces lacs, et ils sont tous dans une situation particulière qui consiste à être d'un côté helvétique, suisse, et de l'autre côté autrichien, français, italien, allemand. Et donc, pour nous, en Suisse, il n'y a pas d'endroit du pays qui ne soit pas accessible par les transports en commun en moins d'une heure. On voit toujours un lac, quoi. Et pour moi, voilà, cette présence, qui depuis mon enfance, elle est importante jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'aimais un pays, quand j'aimais un, eh ben, c'était pas le pays, c'était le paysage. Et ce paysage, par exemple à Genève, c'est un paysage qui est à moitié français. Le Mont Blanc, il est en France, le Jura, il est en France. Et donc, cette particularité, cette manière que les lacs, ils ont à la fois de nous diviser et de nous rapprocher, ça m'interrogeait. Et j'ai décidé de consacrer une partie de mes voyages à toujours visiter des lacs frontaliers à travers le monde. Et il y en a dans chaque continent, il y en a une cinquantaine qui sont recensés comme des grands lacs internationaux sur lesquels il y a des traités internationaux. Et puis il y en a une multitude d'autres, plusieurs centaines même, qui sont des petits lacs où les gens doivent s'arranger d'un côté à l'autre. Et pour moi, c'est intéressant de savoir comment des gens, en fait, qui partagent un paysage, mais qui ne partagent pas la nationalité, qui ne partagent pas éventuellement le rapport qu'ils ont à leur pays, comment ils gèrent ça.
du Léman, qui était un peu mon exemple de base, ben j'ai décidé de faire le tour à pied. J'ai fait le tour à pied d'autres lacs. Et puis chaque fois, je suis allé regarder comment ça se passait. Très bien. Oui, Alors, oui, je ne sais pas, vu que ça bug toujours un plus petit peu, rien. je ne savais pas si vous aviez terminé ou pas, Daniel. C'était OK? Allô, j'ai plus rien. Ok. Alors, on va repartir donc sur Karine Azan avec cet Je ouvrage. ne sais Donc, pas si vous me voyez, si vous m'entendez, je ne vois rien du tout. et ça lag un petit peu. Il y a des problèmes de connexion chez vous, je pense, Daniel. Je recoupe le son. Ne vous inquiétez pas, il faudra juste le réactiver après, Daniel. On va espérer que ça marche. Alors, Karine, on va parler d'Elisabeth Alpern, mais notamment de vos documentations à toutes et à tous. J'aimerais vraiment savoir comment vous avez créé ces matériaux littéraires, avec quelle documentation. Alors, pour Daniel et Karine, il y a une bibliographie. Pour Sophie et Marin, il n'y en a pas. Mais pour le coup, vous avez aussi travaillé sur des choses personnelles. Vous avez travaillé parfois sur l'histoire, notamment pour Daniel et Karine. Karine, j'aimerais vraiment savoir comment vous avez travaillé cette matière-là. Qu'est-ce qui relève du fictionnel? Qu'est-ce qui relève de la Ouais, réalité? moi, je vois plus rien. Tout est bloqué. Et vous, vous avez vu quoi? Daniel, ah, il est au téléphone avec Marie. D'accord. OK. Karine, c'est à vous. Oui, donc je disais que tout à l'heure, j'ai un peu vendu la mèche, que tout le récit au présent, c'est de la fiction et que Tu euh, m'entends? oui, nous, on vous entend, Daniel. C'est bon, allez-y, Karine. Que tout le récit au présent, c'est de la fiction et que les souvenirs que j'ai prêtés à Elisabeth Alpern sont des vrais souvenirs de ma grand-mère. Donc il y a eu une partie de documentation familiale, j'ai envie de dire, et puis aussi, ma grand-mère avait été interviewée par la Fondation pour la Shoah de Spielberg et par le Holocaust Museum de Melbourne. Elle avait aussi participé à pas mal d'ateliers d'écriture, donc elle avait aussi écrit des souvenirs, des choses comme ça. Donc j'avais tout ça et puis aussi tout ce qu'elle m'avait raconté. Donc il y a une partie de documentation donc purement familiale et puis après il y a aussi toute une partie de documentation historique euh, que que le choix de travailler sur ce pitch, sur ce point de départ, m'a obligée à affronter enfin un âge avancé. Parce que finalement, même si je suis petite fille de survivante de la Shoah, évidemment que j'avais vu des choses et que j'avais lu des choses, mais j'avais aussi un peu fait l'autruche parce que chaque fois c'était très douloureux. Et donc ce livre, euh, l'écriture de ce livre m'a aussi, en quelque sorte, obligée à me, à regarder, à m'intéresser, à me plonger, à m'immerger, voilà, pendant un temps, dans dans un matériau historique, voilà, des récits de survivants, des histoires de chasseurs de nazis, euh, voilà, ce genre de choses. Donc c'était, on va dire, nécessaire à faire pour moi, arriver à la cinquantaine, de me coller à tout ça. Et puis, je ne sais pas si j'ai Et répondu à votre question. d'ailleurs, Oui, comment pourquoi, j'ai fait pour équilibrer Oui. les deux, pour équilibrer les deux, et ma deuxième question, c'est finalement pourquoi avoir choisi de changer les noms, changer son histoire, gommer finalement, même si il s'agit d'elle, mais vous avez fait le choix aussi, peut-être pour une question d'universalisme, c'est possible aussi, je ne sais pas, mais pourquoi vous avez fait ce choix-là? Non, ce choix, il est apparu nécessaire après une première phase d'écriture, un premier manuscrit qui était un peu un noyau de 80 pages à peu près, où je me suis rendu compte, surtout après aussi en discutant avec Marie,
je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse intervenir, puisque le livre s'intéresse à la matrilinéarité, donc à la grand-mère, la mère, la fille. Et dans cette première ébauche, la mère n'était pas encore intervenue. Et ma mère, j'ai la chance d'avoir encore ma maman. Et donc, j'allais m'inspirer d'elle, mais je ne me voyais absolument pas usurper son identité. C'était très difficile d'assumer. Et puis, surtout, ça me paraissait impossible, en fait, d'inventer à partir de quelqu'un qui existe. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'autorise une licence poétique et par conséquent que je change les noms. Ce qui m'a permis d'explorer en toute liberté ce que j'avais envie d'explorer. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai changé le nom de ma grand-mère. Pas tous, pas tous les noms, mais son nom, on va dire, de femme adulte qu'elle a utilisé pendant la plupart de sa vie, oui, son, mais pas tous, en tout cas, pas toutes ses identités. Voilà. Et pourquoi et comment j'ai équilibré, vous me disiez, c'est ça? Alors, pour le coup, c'est vraiment de l'artisanat. C'est au fil des réécritures, de voir comment les choses s'équilibraient les unes par rapport aux autres. Et c'était, voilà, des tentatives. Et puis derrière, de la réécriture. Et puis, voilà, c'était totalement empirique et totalement artisanal. Très bien, merci Karine. Quant à Marin, justement, alors vous connaissiez bien en effet cette île, mais les personnages sont là aussi extrêmement brumeux aussi parfois. On a l'impression qu'il y a beaucoup de brume autour de ces personnages, notamment du narrateur qui se dévoile peu, contrairement à son frère. J'aimerais que vous nous parliez d'eux, comment vous avez façonné ces personnages-là, et notamment aussi le choix de la narration, qui aurait pu être multiple, qui aurait pu être basée peut-être sur celle de Baptiste ou d'autres. Vous avez fait un choix particulier aussi en termes de narration. J'aimerais que vous nous parliez d'eux, de ces personnages-là. D'accord. En fait, pour le narrateur, du coup, qui est enfin, le personnage principal d'une façon, non, c'est pas le personnage principal de l'histoire, justement, et c'est pour ça qu'il est beaucoup portrait, mais je veux dire qu'il a la voix qui porte tout le livre. Mais c'est justement parce que c'est ce qui m'intéressait justement d'avoir un narrateur très observateur et en retrait finalement par rapport aux événements, même s'il participe en grande partie à la vie de son frère, il est aussi beaucoup tenu à l'écart. Et je trouvais que garder une part de mystère et de distance, ça permettait d'accentuer cette fracture qui peu à peu se fait entre Antoine, donc son grand frère, et la famille. Et donc, je trouvais que ça permettait d'appuyer, en fait, ce point-là. Et surtout, je trouvais que ça correspondait à des situations enfin, que j'ai rencontrées, en tout cas, moi, dans ma vie, mais je pense que tout le monde rencontre, qui sont des cas où on peut pas toujours mettre le doigt exactement sur les intentions d'une personne ou savoir le moindre détail de ce que cette personne peut traverser. Et donc, il y a souvent des petites zones d'ombre qui demeurent autour des gens et je trouvais que voilà encore une fois avoir ce narrateur en retrait et pas très agissant ça permettait de créer ça et d'amener finalement cette petite brume que vous évoquez et le personnage du frère il est arrivé très vite du grand frère pardon parce que j'ai beaucoup de frères et donc naturellement raconter une histoire de frère me paraissait couler de sens quoi et donc du coup je sais pas si ça se dit et donc automatiquement moi, je suis assez proche de ma famille mais de créer justement de raconter cette histoire de frères qui s'éloignent à l'inverse je trouvais que c'était une belle chose. On observe souvent, pareil, dans les familles, et le besoin pour certaines personnes de se construire par opposition au sien. Et je trouvais que c'était intéressant de raconter ça dans un lieu où justement l'héritage, la transmission tient une place essentielle. Très bien. Sophie, quant à vous, alors il n'y a pas de recherche historique acceptée dans votre mémoire, bien entendu. Cela étant, ça demande aussi une appétence particulière sur ses souvenirs, sur ce qu'on a pu avoir comme souffrance, comme douleur,
comme joie également. Sur quel matériau vous vous êtes fixé pour vous adresser à Suzanne et peut-être nous parler de ce rapport à l'épistolaire qui est si important, qui est si singulier là aussi. Vous dites même à un moment donné que vous avez peur que les échanges numériques que vous avez avec votre mari Bob soient dissous et que vous aimeriez revenir finalement à cette forme épistolaire. Je ne sais pas si vous le faites maintenant avec lui, mais en tout cas, vous le faites avec Suzanne. Oui, c'est vrai que vous avez dit un mot important, la mémoire. Le fait d'écrire ces lettres m'a fait revenir sur des événements qui étaient finalement enfouis dans ma tête et qui ne demandaient qu'à sortir. Mais je m'étais rendu compte aussi en tant que chanteuse qu'il m'arrivait parfois d'oublier certains de mes textes sur scène. Et ça a été une petite alerte aussi. Je me suis dit, tiens, ce serait bien que peut-être que oui, que tu ailles dans ta mémoire et que tu notes tout ce qui t'est arrivé. Alors, les lettres, pour moi, ça a toujours été présent dans ma vie depuis l'enfance. J'ai toujours eu des correspondances. Quand je partais en vacances, je me liais d'amitié avec des enfants avec lesquels on s'envoyait encore des courriers. Plus tard, je l'ai fait aussi avec mes amis. Alors, c'est vrai que maintenant, avec les ordinateurs, ce sont des mails, mais j'ai eu aussi une correspondance par mail avec Françoise Hardy. J'ai toujours aimé ce genre de, de dialogue en fait avec l'autre parce que je trouve que dans une lettre, on se permet beaucoup de détails et beaucoup de quotidien. Et je trouve aussi que c'est à travers des micro-détails parfois qu'on apprend vraiment à connaître les gens. Donc j'adore tout ce qui peut être dit dans une lettre parce que ce sont des humeurs aussi. Alors, dans les lettres que j'écris à Suzanne, comme vous l'avez dit, il y a des souvenirs euh, joyeux, des rencontres, des anecdotes, parfois, oui, je dis ce que j'ai mangé ou ce que j'aime manger. Mais ces détails-là, moi, m'ont toujours intéressé chez les autres aussi. Est-ce Donc, que, je me suis servi de tout ça. Je ne sais pas si je réponds à votre réponse, ouais. à votre question, pardon. Est-ce qu'elle vous accompagne finalement depuis plus de 10 ans, puisque l'album a été écrit en 2012, je crois. Oui. Est-ce qu'elle vous accompagne depuis tant de temps? Est-ce qu'elle est une sorte de, pas faire de métaphore, mais en tout cas de petit diable ou d'ange sur votre épaule? Est-ce qu'il y a quelque chose chez Suzanne qui vous accompagne au quotidien depuis tout ce temps? Oui, alors à différents moments, Est-ce que la quand je suis fiction a sur dépassé le scène, réel? quand je suis sur scène, je cherche une silhouette. Euh, et d'ailleurs, j'en parle dans une des lettres, je pense l'apercevoir, mais finalement, c'est pas elle. Euh, c'est aussi ces moments c'est une béquille, Suzanne, pour moi. C'est-à-dire que euh, si je prends l'exemple de la scène, vous savez, parfois, quand vous êtes sur scène, il suffit de voir un visage où vous dites, oh tiens, celui-là, il a l'air de s'emmerder. Et vous vous dites derrière, mais il y a Suzanne, elle a l'air. Donc, vous voyez, vous lui donnez et vous reprenez comme ça du courage grâce à elle, parce qu'elle est toujours là pour lui parler, mais souvent la voir, en fait, souvent l'apercevoir quand même. Ça a été beaucoup plus ça régulièrement en tout cas. Très bien. Daniel, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, est-ce que vous m'entendez, vous? Parfait, super, c'est bon, je Bon, vous vois, je vous désolé. entends. Alors, quant à vous, Daniel, sur le matériau, il est vaste parce qu'en effet, il y a aussi quelque chose, tout à l'heure, Marie a parlé de temps. C'est vrai que la mémoire aussi fait partie de cette thématique commune. La mémoire est à travers ces quatre ouvrages une thématique commune. Vous, vous avez fait état de aussi, vous avez fait part de votre mémoire puisque vous aviez déjà écrit d'ailleurs sur certaines thématiques. On pense à la nationalité frontalière ou la nouvelle conférence de Wannsee que vous avez écrit il y a déjà quelques années, ou même la ligne bleue en 95. Finalement, vous aviez déjà ça en vous depuis très longtemps, cette notion de frontière. Alors cette fois-ci, elle est liquide, parfois elle était terrestre. Là, pour le coup, vous vous êtes documenté, vous vous êtes informé, mais est-ce que la matière principale, ce n'est pas votre vécu, votre mémoire finalement, et Oui, votre alors, sens de l'observation? ouais, bien sûr, je me suis documenté même sur Wikipédia et il y a plein de choses qu'on peut savoir avant d'arriver sur un lieu. Mais j'aime à dire que
même si vous montrez, il y a des lieux où qu'on a l'impression d'avoir toujours vu. Si vous envoyez un enfant à Paris et puis qu'il arrive devant la Tour Eiffel, il va vous dire qu'il a l'impression de l'avoir déjà vu, parce qu'il l'a vu en images un peu partout. Alors, les chutes du Niagara, quand vous arrivez, vous n'avez pas l'impression d'être un truc tout nouveau. Mais quand même, le fait que le corps se déplace, ça pour moi c'est important. C'est une expérience que rien ne peut remplacer, c'est-à-dire que on peut avoir toute la documentation, même toutes les images, toute la réalité virtuelle, ça suffit pas. Et il y a ce moment où, tout à coup on est là, eh ben, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, quoi. Et pour moi, c'est important, ça. Ouais. C'est quand même le moment, c'est à partir de là qu'on peut écrire. Tant que je n'ai pas vu, je peux rien dire. Et justement, par rapport à ces lacs, on en apprend beaucoup, que ce soit d'une manière historique, notamment aussi sur l'environnement qui les entoure. Est-ce que vous êtes allé au contact d'habitants à chaque fois? Ah, Est-ce ben, que c'est ce ça qui a un peu raconte- manqué quand j'avais pas la langue. Alors, par exemple, quand on arrive dans un endroit et d'un côté ça parle chinois, de l'autre côté ça parle russe, et que je ne connais aucune des deux langues, j'ai besoin d'un interprète, enfin d'une interprète que j'avais emmené avec moi du côté russe, mais du côté chinois, même les gens qui habitent au bord du lac, c'est ça qui est terrible dont on se rend compte. Alors, c'est qu'ils n'arrivent même pas à lire les panneaux de l'autre côté du lac. Et donc, pour moi, c'était important qu'en général, il y ait toujours quelqu'un avec qui je peux parler au bord de ces lacs. Sinon, alors bon, c'est l'anglais, c'est l'espagnol, c'est l'allemand, voilà. J'ai de la chance de connaître deux, trois langues, mais ça suffit. Il y a des lacs, oui, en fait, autour desquels c'est très difficile de comprendre ce qui se passe si on n'a pas un rapport direct avec un habitant, avec quelqu'un qui a l'expérience de ce lac, un pêcheur, un douanier, un flic, voilà. Ouais, c'est important. Est-ce que justement, pour vous, la notion de frontière aujourd'hui, de manière très contemporaine, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a changé les habitudes? Est-ce qu'elle a Ah bah modifié oui, ah aussi le bah oui. comportement des hommes? Disons d'abord à l'intérieur de l'Europe, pour moi, qui suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment que l'Europe de l'Est n'existait pas. C'était de l'autre côté d'un rideau, ce qu'on appelle le rideau de fer, et on n'avait pas idée d'y aller. J'étais allé une fois du côté de Berlin-Est, c'est tout ce que j'avais pu faire, et puis une fois en Russie, mais voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour aller en France, j'ai aucun problème, alors que je me souviens que mes parents, c'était toute une aventure de passer cette frontière. Quand on arrivait en France, on disait, tiens, ils n'ont pas les mêmes cabines téléphoniques que nous, c'est pas possible, comment on fait pour téléphoner, voilà. Et tout ça a disparu au niveau de l'Europe. Malheureusement, on a reconstruit ces frontières autour de l'Europe, on en a fait une forteresse, et ça, c'est le grand drame de ce que j'ai vécu en allant dans des endroits qui sont à la frontière du côté de la Grèce, où on voit bien que ces frontières sont gardées militairement, pire qu'elles étaient même pendant la guerre, quoi, et pendant la guerre froide. Est-ce que finalement, tous ces lacs, ne sont pas que des prétextes pour parler des hommes? Moi, j'y ai vu, finalement, dès le début de chaque texte sur un lac, vous ne parlez pas des lacs, finalement. Vous tournez les choses pour que chacun d'entre nous réfléchisse constamment à ce qui se passe autour, que ce soit à travers les hommes, que ce soit à travers les éléments naturels. Mais je trouve que c'est une manière très fine d'aborder l'histoire de chacun d'eux, que ce soit en Allemagne avec la conférence de Wannsee, que ce soit cette absence de lien particulier entre la Chine et la Russie, notamment, où en effet ils ne partagent rien à travers ce lac du Kangka. Les deux peuples ne partagent aucune langue, ne partagent aucun lien particulier, excepté cette étendue d'eau. Et je trouve que finalement, vous parlez de journal de lac, mais ça aurait pu s'appeler journal d'hommes et de femmes, finalement. Ces frontières-là, je trouve que vous les mettez en avant, les frontières humaines, vous les mettez encore plus en avant que les frontières liquides. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, c'est bien ça. Disons, le projet, quand même, quand on écrit sur euh, un paysage, c'est de le faire. Enfin, il n'existerait pas pour moi sans qu'il y ait des gens qui le voient. Et la manière dont chacun voit ses lacs est pour moi très importante. Et donc, oui, je parle des gens, enfin, j'essaie. C'est pas facile des fois de parler des gens. En plus, des fois, on se met devant le paysage et on cache un peu le paysage par sa propre silhouette.
C'était une réflexion qu'avait fait Bouvier, Nicolas Bouvier, qui disait beaucoup de gens décrivent les paysages en se mettant eux en scène devant le paysage et comme ça on voit plus le paysage. Et moi j'essaye qu'on le voit quand même, même derrière moi. Très bien. Karine, on va revenir sur votre livre avec peut-être la lecture d'un extrait pour commencer, si vous le pouvez. Et on reparlera notamment après de ce parallèle avec Adolf Eichmann que vous faites souvent dans le livre également, et cette traque de certains nazis qui frappent, évidemment, dont on connaît pour beaucoup l'histoire. Et là, pour le coup, c'est une manière de détourner le propos aussi et de faire, entre guillemets, une situation un peu loufoque, un peu cocasse finalement, de cette quête, de ce machiavélisme, on pourrait dire, d'Elisabeth Alpern, qui est tout autant jouissif, je l'avoue. C'est à vous, Karine. Alors, je vais vous lire un passage qui est, qui est à peu près au milieu du roman, quand Élisabeth doit distraire une coiffeuse qui entre dans la chambre où elle et sa petite fille ont séquestré donc ce vieux monsieur cardiaque, ce vieil Allemand, ce vieux génocidaire, et elle essaye de la distraire et elle lui raconte euh, une histoire autour d'un gâteau qui s'appelle le Karpatka et qui tient son nom. D'ailleurs, elle le raconte, elle l'explique, je crois. Elle l'explique là, donc je ne vais pas vous dire. Je vais vous lire. L'histoire se passe à Varsovie le 10 juillet 1943. Le traître se nomme Bogdan Glinski. Retiens bien ce nom. Il était le fiancé de Julia, une de mes sœurs. Julia était ravissante, brune, fine, de jolies jambes. Glinski était un Polonais catholique plutôt éduqué, au physique moyen. Il y avait aussi Barbara Horvitz, une star du Varsovie des années 30, très belle femme et grande comédienne. J'avais vu tous ses films, j'allais beaucoup au cinéma avant la guerre. Barbara avait fait la connaissance de mon père. Il se prénommait Léon, mais tout le monde l'appelait Lib. Lors de l'un de ses séjours à Lvov, elle appréciait sa bijouterie horlogerie qui faisait face à la cathédrale, et comme mon père était un homme doux et gentil, Barbara et lui étaient devenus amis. Elle était entrée dans la résistance polonaise à la première heure, et au lendemain de l'opération Barbarossa en juin 1941, quand les Allemands envahirent l'Ukraine jusqu'alors sous occupation soviétique et que les persécutions des Juifs débutèrent à Lvov, Barbara promit de nous aider. Nous avions tous de vrais faux papiers, grâce au prélat de la cathédrale, qui lui aussi s'était lié d'amitié avec mon père. Si bien que sous nos fausses identités, nous arrivâmes, mon frère Barreau, sa femme Ava, ma sœur Julia et moi à Varsovie en mars 43, et nous installâmes dans l'appartement que Barbara nous avait trouvé. La propriétaire nous extorquait un loyer exorbitant, mais qui pouvions-nous? Nous payions sans broncher, pas question de nous faire remarquer. Et bientôt, Barbara m'aida à décrocher un poste de standardiste dans une usine qui réparait les camions de retour du front russe. Dans cette usine, quelques juifs travaillaient en raison de leur extrême qualification. Très peu payés, tu imagines, avec leurs cantines séparées. Parfois, je recevais des appels de familles du ghetto qui voulaient faire passer un message à un de leurs proches, alors je les aidais comme je pouvais, donnant un manteau ou une paire de chaussures, délivrant une adresse. Et à l'autre bout du fil, ces pauvres gens me demandaient: comment pouvons-nous vous remercier? Nous ne savons même pas qui vous êtes. Alors je leur répondais: vous me remercierez après la guerre si nous en sortons vivants. Ne coupe pas trop court, dire que ça reste un peu féminin. Ce jour-là, Glinski m'appelle au standard de l'usine. Il me dit qu'il m'invite le soir même à l'opéra. Je ne me souviens plus de quel opéra il s'agissait, en italien, Tosca peut-être. Il m'invite avec Julia, bien sûr. Ma sœur et moi devons être ponctuels, arriver à 6 heures précises à notre appartement, puis nous partirons tous les trois. Je me dis pourquoi pas, même si j'essaye d'éviter les occasions où tu peux te faire draguer par des Ariens et après débrouille-toi avec ça. Dis-moi, tu vas épaissir quand même un peu sur les côtés. Nous étions jeudi, jour de paye. Ce jour-là, j'avais pris l'habitude de m'acheter une part de gâteau dans la pâtisserie face à notre immeuble. J'ai toujours été gourmande, tu sais. C'était une belle pâtisserie avec des gâteaux à la crème en exposition. Du genre de celui-ci. Très mauvais pour ton cholestérol, mais à l'époque, qui se souciait du cholestérol? Hitler était le cancer, le diabète et le cholestérol réunis. Moi, j'aimais bien manger mon gâteau près de la vitrine. Accoudée à une haute tablette, je regardais passer les gens. Des femmes bien habillées sortaient de la boutique de chapeaux qui faisait l'angle, et parfois aussi j'observais l'entrée de mon immeuble.
Imagine-toi, ma chérie, il est 5h30 passées, c'est le début de l'été. Tu sais, la Pologne a un climat continental, l'été y est très chaud. Les promeneurs sont sortis, les corps se découvrent, les femmes portent des robes légères. Je porte moi-même une petite robe de coton assez fruste. Je n'ai pas beaucoup de moyens, j'ai laissé toutes mes affaires à Lvov en partant. J'ai une paire de sandales rudimentaires aux pieds et ma paye en poche. Pas grand-chose, mais suffisamment pour manger pendant un mois. Et me voilà qui regarde passer les élégantes, tout en mordant dans un délicieux carpaccia. Tu sais pourquoi on l'appelle comme cela, n'est-ce pas? Parce que ses onctueuses aspérités de crème rappellent les reliefs des Carpates. Sa crème légère fond en bouche. C'est un de mes rares moments de plaisir. À peine ai-je avalé une première bouchée que je vois s'arrêter devant mon immeuble un camion allemand avec à son bord une dizaine de soldats SS lourdement armés. Nous habitons au deuxième étage et je sais qu'au premier résident des Polonais travaillant pour la Gestapo. Alors je pense que sans doute un traître vient d'être découvert, quelqu'un d'important, une pointure qui va bientôt être arrêtée vu le déploiement de moyens. Les minutes passent, je mange mon carpatka, le camion attend, personne ne sort de l'immeuble. À 6h moins le quart, il est toujours là. Alors je me dis, tant pis pour l'opéra, je ne veux pas risquer de passer devant ce camion truffé de SS pour un rendez-vous mondain. Je commande un deuxième gâteau, je mords dedans, la crème déborde de chacune de mes bouchées, j'en ai sur ma lèvre supérieure, ça me dessine une petite moustache blanche et sucrée. Et tandis qu'Elisabeth avale avec une certaine anxiété le butin de sa semaine, de l'autre côté de la placette, le camion rempli de SS attend toujours. L'inquiétude monte. Elisabeth part s'asseoir au fond de la pâtisserie, à l'abri des regards des soldats. Il est 6h lorsqu'elle voit sortir de l'immeuble sa sœur Julia, escortée jusqu'au camion par 4 militaires, bientôt suivie par son frère Barour et son épouse Ava, eux aussi encadrés sans ménagement. Tétanisée, Elisabeth engloutit en une bouchée ce qu'il reste de gâteau. Et tandis que sucre et beurre s'écoulent dans son oesophage, sa ligne de temps se fige dans ce deuxième Karpatka qu'elle a commencé benjamine d'une famille nombreuse et qu'elle termine orpheline et fugitive en sursis. Troisième chimère. À cet instant précis, Elisabeth est loin de soupçonner que ce deuxième gâteau à la crème vient inscrire dans son cerveau et dans son ventre une empreinte vertigineuse et paradoxale où sucre, beurre, survie et injustice s'entremêlent. Il vient creuser cuillère après cuillère, à l'intérieur de chacune de ces cellules, une blessure sans fond qui contient en puissance, des décennies plus tard et sur d'autres continents, la schizophrénie de sa fille cadette et la boulimie de sa petite fille unique. Ce moment-là façonne en un point précis de ses entrailles une combinaison adhérente de crème à la vanille, de terreur et de culpabilité, pose la première pierre du mur d'illégitimité qui enceint la filiation de femmes après elle. Dès lors, la malédiction opère, déroulant son implacable programme. Chaque bouchée grasse et sucrée avalée par Élisabeth, puis par les femmes qui lui succéderont, rouvrira la plaie, la nourrira, la multipliera, la transmettra. Des épisodes de joie et l'inclination naturelle à l'enthousiasme empêcheront de sombrer, mais le plaisir du sucre et de l'enfance en sera à jamais terni, et ce, sur plusieurs générations. C'est un peu long. Merci. Pardon. Merci Karine. Alors Pardon. justement, vous dites en fin d'ouvrage d'ailleurs que vous remerciez votre frère et votre père d'être écartés du roman. Ce qui est intéressant, ça veut donc dire que vous vouliez vous focaliser aussi sur cette femme oubliée. Est-ce que ça veut dire que potentiellement la matière de ce frère et de ce père seront l'objet peut-être d'autres livres ou en tout cas d'autres écrits? Et racontez-nous aussi cette volonté de mettre en avant uniquement cette femme. Euh, je ne sais pas pour mon père et mon frère. Pour mon père, peut-être, il y a de la matière, mais j'ai pas du tout encore réfléchi à ça dans ces termes. En fait, il se trouve que je me suis concentrée sur les femmes de ma famille, parce que ben, dans la Bible, on a les pères, on est le fils d'eux, le petit-fils d'eux. Et probablement qu'il manque une Bible féminine où on parlerait de la mère et de la grand-mère et de la petite fille. Mais plus intimement, il se trouve que avec une de mes grand-mères, une de mes deux grand-mères comme celle que j'avais, c'était difficile de ne pas... j'ai envie de dire que tout commence avec elle. C'est un petit peu ma Bible à moi, quoi,
ma référence, le point de départ. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à la matrilinéarité, parce que aussi, je voulais m'intéresser, l'intention, l'une des intentions de ce roman, c'était aussi d'explorer ce que les femmes se transmettent dans le secret de la gestation et les traumas qu'on peut se transmettre de mère en fille et de grand-mère en petite fille. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée à la matrilinéarité et que je n'ai pas voulu parler des hommes de ma famille, en tout cas pas dans ce bouquin-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, je crois. Mais oui, c'est très bien. Marin, quant à vous, on parlait de frontières tout à l'heure. Là aussi, dans votre roman, c'est la mer qui est une frontière. La mer est un mur. C'est un choix, un titre extrêmement puissant. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez attaché à cet endroit? J'aimerais que vous nous le racontiez finalement. Est-ce que c'est celui du roman? Est-ce que vous avez davantage romancé? Est-ce que vous avez été influencé aussi de récits maritimes? Dans dans vos références, entre guillemets, quel est votre lien avec cet élément qu'est la mer? Oui, un rapport un peu contrarié avec la mer. Non, mais c'est effectivement, ça s'approche quand même beaucoup d'un environnement existant, mais très vite, j'ai voulu me détacher de cette île, qui est une île où donc ma famille va depuis plus d'un siècle maintenant, où ma grand-mère a vécu une partie de sa vie, de son enfance, qu'elle est à l'école là-bas. Mais c'est une île dont la configuration a changé aujourd'hui. J'ai choisi de ne pas trop situer mon récit territorialement aussi, parce que c'est dans la Manche, mais en termes d'époque, parce que je voulais que ça soit assez intemporel, c'est ce qui me plaisait. Euh, mais aujourd'hui, voilà, une petite île de la Manche qui fait 2 kilomètres de long, les gens ne peuvent plus vraiment vivre là l'année, il n'y a pas d'école. Enfin voilà, l'île Rel qui s'appelle Choiseul, ça, je peux le dire effectivement, et qui est une île donc anglo-normande côté français, enfin sur le territoire français. Euh, est un lieu qui ressemble beaucoup à celui-ci. Mais voilà, je me suis pas inspiré justement en prenant un territoire si petit, je me suis senti obligé de changer le nom et surtout qui cristallise beaucoup d'histoires de famille ou de proches. Et donc, je peux pas me permettre de prendre, à moins de vouloir vraiment raconter, justement, effectivement, faire l'histoire de cet endroit et de ma famille, mais c'est pas ce que je souhaitais faire. Et donc, à partir de là, je me suis senti obligé de tout maquiller et de tout inventer parce que on n'est pas à Paris ou dans une grande ville où finalement on peut raconter n'importe quelle vie qui s'approcherait de la nôtre, mais qui passerait pour des histoires fictives ou d'inconnus. Là, les gens se reconnaîtraient trop facilement. C'est déjà un peu difficile pour l'entourage de pas essayer de recouper avec la réalité. Je sais, j'ai peut-être perdu une partie de la question en cours de route. Je sais plus ce que c'était. C'est votre Euh, rapport à la mer le rapport à la mer. en effet. Et c'est ça. Mais c'est effectivement l'environnement dans lequel j'ai baigné depuis tout petit, du coup. Euh, et j'ai pas forcément eu énormément besoin de me documenter pour ça, parce que c'est un endroit que je connais beaucoup, où j'ai passé beaucoup de temps. Donc finalement, j'ai eu beaucoup d'occasions de m'y confronter annuellement et donc de venir alimenter ce texte que j'écris sur quand même plusieurs années. Euh, mais finalement, j'ai toujours baigné là-dedans, mais j'ai toujours eu un rapport assez distant à ces choses-là. C'est peut-être cette question de transmission qu'on retrouve dans le livre, d'ailleurs, un peu forcée, et ces vocations finalement qui se créent pas forcément chez les enfants. J'ai jamais été très attaché à la navigation. Je suis très attaché à la mer, évidemment, comme je pense à peu près tout le monde, mais j'ai jamais eu ce rapport à l'eau, à la navigation qu'ont tous les saisonniers, comme on les appelle dans l'ouvrage. Et alors, votre biographie est plutôt énigmatique quand même, parce que vous vous êtes installé au Vietnam, vous avez passé 4 ans là-bas, et on dit de Ouais. vous que vous exercez plusieurs métiers, et notamment que vous mettez des poèmes mis en musique. Alors ça, c'est intéressant, ça veut donc dire que votre écriture aussi s'en rapproche, en tout cas. Racontez-nous justement comment vous multipliez ces casquettes, en quoi ça vous a apporté aussi pour créer ce premier roman. Premier roman, est-ce que c'est véritablement aussi un premier roman? Est-ce que c'est votre premier roman ou est-ce que vous avez déjà écrit d'autres choses avant? Je pense que c'est déjà le cas, mais sait-on jamais.
Euh, en fait, c'est mon premier roman quand même. Il y avait une première mouture que j'avais envoyée à Marie il y a longtemps maintenant, qui finalement reprenait une partie donc de cette histoire, mais s'étendait plus loin en fait, passer d'un lieu à l'autre. En fait, c'était plusieurs huis clos. De toute façon, c'était toujours un peu ce même procédé, mais dans des territoires différents, parce que ce qui m'intéressait, c'était de raconter ces atmosphères, encore une fois. Euh, mais ça tenait pas, on va dire, et Marie m'a encouragé à me concentrer, à me focaliser sur ce lieu qui lui parlait beaucoup et à l'étirer finalement et à enrichir et étoffer cette histoire. Donc c'était pas le premier jet, on va dire, mais c'était quand même un premier roman. Et si je suis venu à l'écriture du coup, enfin au roman assez tard, parce que moi c'est ce qui ressort de la biographie, c'est la poésie qui m'a d'abord mis à l'écriture quand j'étais plus jeune. Donc il y a même presque 20 ans maintenant que j'écris, mais finalement c'était toujours des textes courts, des poèmes. Moi-même je suis pas musicien, mais mon frère oui, et donc du coup on a travaillé ensemble assez régulièrement. J'ai écrit pour lui, où on a travaillé ensemble pour mettre des morceaux, des textes en musique. Et donc c'était le principal de mon activité d'écriture. Voilà, pendant longues années, jusqu'à ce qu'un matin je me lève en me disant que je voulais écrire une histoire. Eh bien, alors, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un extrait, Ah Marin? oui, tout à fait. À vous. Alors, je vais lire le début du livre, parce que je me suis dit que comme ça empiétait pas sur la suite. C'est pas un roman dans lequel il y a, pour ceux qui l'ont pas lu, j'annonce, c'est pas un roman dans lequel il y a énormément de rebondissements, on va dire. C'est encore une fois beaucoup un roman d'ambiance. Et donc, les premières pages permettent quand même de poser un petit peu ce cadre qui est l'île de Kiezet. C'est comme ça qu'elle s'appelle dans ce roman. Alors, je commence. L'île de Kiezet, c'était comme un quartier qu'aurait recraché la ville portuaire de Longuemer, sur la côte, qui serait partie s'écraser dans la Manche à 20 kilomètres. Les mêmes marées sombres, le même granit bouffé par le lichen, les mêmes sentiers bordés de ronces et d'ajoncs. Aborder ici, pourtant, revenait à pénétrer dans un espace hors du monde. La navette maritime passait ramasser les poubelles et faire le ravitaillement. Pour le reste, on vivait seul, au milieu des vagues et des tempêtes, la gueule mangée par le sel. La première fois que mon frère a mis les pieds ici, je n'étais pas né. Il avait quelques mois à peine, et bien entendu, il ne s'en souvient pas. Et bien entendu, notre père, qui l'embarquait déjà pour des tours de voile, ne pouvait se douter qu'un jour son fils quitterait Paris pour s'installer là. Pas pour cultiver l'héritage familial, non. Plutôt pour foutre la merde, pour se rincer tous les soirs à la plage ou au bar, et regarder l'eau pousser les algues, jusqu'à ce que la mer le reprenne et le ramène sur le continent. Le plus vieux souvenir que j'ai d'Antoine sur cette île nous transporte au loin de l'adolescent désinvolte ou de l'adulte borné. Je revois cette fin d'été morose et tiède. Notre épagnol n'était qu'un chiot qui trébuchait. Nos parents nous avaient emmenés faire une dernière promenade avant le départ et on était passé devant la caserne. La caserne était cet ancien fort de pierre grossière qui occupait un bout de l'île de Kiezet, un bloc de granit impénétrable quand on l'observait de l'extérieur, avec sa muraille percée de fentes étroites en guise de fenêtre. On avait pris le chemin qui monte à pic, et une fois arrivé sur le plat, on avait longé le grillage protégeant les douves. Mon frère avait entendu parler de ce couple mort, retrouvé en début d'été dans les eaux stagnantes, des cornus qui avaient dû glisser en faisant l'amour près du bord et s'étaient assommés contre la paroi avant d'atteindre le sol. Il s'était approché sans prévenir. Il avait aperçu les traces blanches dessinées sur un morceau de caillou, des formes humaines qui marquaient l'endroit où les deux vis s'étaient refermées, et il avait fondu en larmes. Notre mère avait ramené Antoine et l'avait enfoui dans ses bras. Elle avait ramené Antoine à elle, elle avait enfoui dans ses bras. Elle avait depuis longtemps appris à consoler cet enfant trop sensible qui regardait le monde avec cet air qui laissait penser qu'il n'allait jamais s'en remettre. Elle lui avait confié le chien et il avait fini par se calmer. Et tout était déjà là d'une certaine façon. Cette immense pitié qu'Antoine éprouvait pour ceux que la vie brisait. Il pleurait comme si sa propre mère était morte, peu importe qu'il n'ait pas une seule fois croisé ces inconnus dont les corps s'étaient effondrés dans l'herbe et qu'il ignore même jusqu'à l'existence de la caserne. Je m'arrête peut-être là pour... Merci, Marin. Alors Sophie, on va faire une sorte d'interlude musical. Vous êtes habituée en concert. On va donc diffuser la chanson Suzanne, qui était donc de 2012. Vous êtes toujours là, hein, Sophie, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Alors, je vous partage ça. Vous me dites si vous entendez bien, mais je pense que ça devrait être bon. C'est bon? Moi, j'ai bien changé, Suzanne. J'ai viré de l'autre Est-ce que vous entendez? côté de mon nid. Le pardon ne s'éteint pas, Suzanne. La mer est haut, rien n'est tranquille. Ce qui m'arrive,
Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'a pris? Et comme j'y pense, comment te dire ce que j'entends de nulle part? Un autre vertige. Qu'as-tu fait de mes étoiles, Suzanne, au fond de mes yeux et de l'eau que qu'as-tu vu dans la spirale, Suzanne, le long de mes côtes, le bord de la terre? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'a pris? J'y pense. Comment te dire ce que j'entends venu de nulle part? Un autre vertige. Alors c'est bon, vous avez bien entendu, hein, on est d'accord, hein? On n'entendait pas hyper. Coupé. Moi, en tout cas, Ah, j'entendais pas j'entendais que la voix Ouais, coupée, moi mais pas aussi. la musique. vous n'entendiez pas la musique? Non, C'est très bizarre. on n'entendait pas la guitare. Ah bon? C'est pas pour. J'ai J'ai coupé. coupé. C'était coupé. Ok, ok. Bon, tant pis. Vous auriez pu me le dire avant quand même, hein. En fait, je savais pas, je vois des personnes avec des casques. Je me dis que peut-être c'est pas pareil dans un casque. Je sais pas. Ouais, moi aussi, je me suis dit que c'était moi. Non, pas top. Ok, ok. Bon, tant pis. Je pense Il que c'est faut la réécouter tout seul après. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors Sophie, justement, tout part de cette chanson, tout part aussi dans le livre d'un manque de reconnaissance. Vous êtes très lucide aussi sur l'écoute qu'on fait de votre album, en tout cas les médias peut-être. Vous manquez aussi de reconnaissance sur certaines prestations, sur certains albums, mais aussi vous vous adressez à elle avec cette forme donc de lettres. Vous égrenez finalement beaucoup de thématiques, que ce soit sur votre enfance, sur votre famille, mais aussi sur, tout à l'heure, vous l'avez dit, sur l'âge des femmes dans le milieu professionnel, dans le milieu culturel de manière beaucoup plus large même que la musique. C'est quelque chose en fait, on a l'impression que c'est un livre blessure, un livre qui permet de vous libérer d'un poids en le couchant sur un papier alors que vous le faites naturellement en chanson. Pour le coup, qu'est-ce que ça vous a apporté de le coucher sur papier dans un livre? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus? Oui, comme je vous le disais, il y a un moment où ce regard, justement, pour moi, c'est un regard de la société où il y a eu maintes révolutions, la révolution féminine qui est très importante, féministe, mais je trouve qu'on a tendance à vouloir, on, on est très, le fait de prendre de l'âge dans une société, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, pas encore, je trouve. J'ai l'impression que ce sera peut-être la prochaine révolution. Mais on veut tout de suite vous mettre, vous rendre invisible, vous mettre dans la marge. Et moi, ça, je l'ai ressenti très fortement. À un moment donné, ça vous déstabilise. Et le fait de revenir sur tout mon parcours en tant que femme dans un milieu qui est plutôt masculin m'a fait reprendre confiance, justement. Donc l'écriture a servi à ça. J'ai eu besoin de ça pour reprendre confiance et me dire, tu as pu faire tout ça, donc tu peux aller plus loin. Quand on choisit aussi le métier que j'ai choisi, c'est un métier, bon, on le sait, hein, au départ, j'ai toujours été très lucide, comme vous le dites, c'est un métier très difficile. Mais en fait, je me suis rendu compte une fois que le livre était sorti, que d'autres femmes me témoignaient que dans leur métier, elles ressentaient ça aussi. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'on a malheureusement en commun et qu'il va falloir soigner un jour, je pense.
Et justement, par rapport à ça, je rebondis sur la lettre de votre grand-mère qui est plutôt extrêmement dure, qui juge votre travail. Je ne sais pas si elle est réelle ou pas, ou en tout cas, peut-être que dans les mots, elle est exactement telle qu'elle, mais elle est dure, elle critique une volonté d'être musicienne, chanteuse, alors que vous avez, je crois, une vingtaine d'années. Elle se permet, mine de rien, de juger tout ce que vous faites. Est-ce que ça vous a freiné? Est-ce que ça, au contraire, ça vous a renforcé? Il y a quand même des choses qui ont forgé peut-être aussi votre caractère. Et vous dites Euh, même que votre Lettre est sourire, vraie. est votre rempart. Oui, 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 cette lettre est vraie. Ce sont les mots de ma grand-mère qui, malheureusement, n'a pas pu réaliser la profession qu'elle voulait faire. Elle voulait être institutrice et malheureusement, sa vie, elle n'a pas pu faire ce métier-là. Elle a fait des ménages toute sa vie et elle en a été très malheureuse. Donc, j'ai beaucoup lu les lettres de ma grand-mère. D'ailleurs, j'ai beaucoup relu les lettres de ma grand-mère. Parce que je cherchais cette lettre, justement. Je cherchais cette lettre particulièrement et je me suis rendu compte à quel point ma grand-mère avait été très, très malheureuse, d'une part de ne pas avoir fait ce qu'elle souhaitait faire. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que j'étais la première des femmes de ma famille à avoir réalisé le métier qu'elle souhaitait faire. Et ça a été assez étrange parce que je me suis dit quand même, alors moi, on était dans les années 90, j'ai trouvé ça assez incroyable de me dire, en fait, je suis la première femme de ma famille qui choisit réellement son métier. Et je trouve que c'est hyper tardif quand même. Je pensais que d'autres... donc, euh, cette lettre ne m'a pas freinée, en tout cas. La lettre de ma grand-mère ne m'a pas freinée parce que j'étais suffisamment déterminée. Rien, à partir du moment où j'ai eu aussi un environnement favorable puisque j'avais des parents qui m'avaient toujours dit, justement, il faut que tu fasses le métier que tu aimes. Et ça, je crois que c'est important d'avoir ces paroles-là dans sa vie parce que c'est se sentir entouré à la base. Et c'est vrai que rien ne pouvait m'empêcher de faire ça puisque il me l'avait toujours dit et j'avais entendu ça toute mon enfance. Donc moi, j'ai fait mon choix et je savais que je voulais être chanteuse. Par rapport à Suzanne, je me suis posé la question aussi de savoir si à un moment donné du livre, elle allait vous répondre. Est-ce que vous vous êtes posé cette question de la lettre de Suzanne à la grande Sophie? Je me suis posé cette question. Est-ce que si Suzanne me répondait, est-ce que j'aurais fouillé autant dans ce que j'avais à dire? Est-ce que je ne serais pas partie sur d'autres chemins? C'est une bonne question. Ça n'aurait peut-être pas été la même chose, cette conversation. Mais on me demande parfois s'il y aura une suite avec les interventions et les réponses de Suzanne. Je pense que je n'aurais pas écrit la même chose. Et puis vous parlez du succès, ce succès qui est parfois un cadeau empoisonné, des difficultés à avoir du succès aussi. Alors, est-ce que pour vous, c'est aussi ça? Avoir du succès, est-ce que véritablement ça peut être un frein? Je trouve que votre manière d'évoquer la chose est particulièrement subtile et vous tissez entre les lignes justement ce que... Alors, je suis allé voir le film avec Bob Dylan hier soir et c'est pour ça aussi que ça fait écho. Euh, pour le coup, il y a véritablement un problème avec ce succès. Est-ce que vous trouvez que aujourd'hui la société cultive un petit peu mal le succès d'un artiste ou en tout cas même d'un écrivain potentiellement? Hmm. Est-ce qu'on maltraite un peu ce succès-là? Je crois qu'à la base, tout artiste veut évidemment connaître le succès. C'est important parce que bah, moi déjà, dans ce que je raconte, j'ai un parcours, c'est-à-dire que le succès que j'ai connu, il n'est pas arrivé en un claquement de doigts, comme souvent on peut l'imaginer, parce qu'il y a des émissions à la télé qui montrent ça aussi, qu'il suffit de faire un concours et que tout explose. Je pense à ces émissions comme la Star Academy. Ça, c'est une forme de succès, mais d'autres artistes connaissent le succès en ayant un parcours, en ayant parcouru les scènes, et puis de fil en aiguille, une signature dans une maison de disques. Alors maintenant, ça a beaucoup évolué avec les nouveaux outils que nous avons, puisque vous voyez, là, on se parle en Zoom, eh bien, beaucoup d'artistes maintenant
mettent leurs chansons sur Instagram. Ce succès, je pense que tout le monde le veut. Euh, et je pense aussi que, il enlève quelque part une liberté. Alors, il y a différents succès. Il y a différents succès, oui, il y a des notoriétés énormes où je pense que là, les gens ne peuvent même plus sortir dans la rue. Enfin, je me dis que c'est quand même problématique pour eux, c'est une vie différente. Euh, et puis, il y a des succès aussi raisonnables. Euh, enfin, moi, le succès que j'ai connu était raisonnable. Donc, tout va bien. Je n'ai pas été privée de cette liberté. Et, redites-moi la question pour que, si vous voulez que j'étoffe. Non, c'était ça, c'est justement, est-ce que ça vous enlevait une part de liberté? C'était exactement. Alors, non, pas de mon côté en tout cas. Non, non. Puis en plus, moi j'étais du genre, quand je suis reconnue dans la rue, je rougis plus que la personne qui me reconnaît. Donc, donc c'est un petit peu particulier. Mais, euh, mais, euh, mais non, mais je crois que ça fait partie du jeu aussi quand on est un personnage médiatique et qu'on se produit devant des gens. Forcément, ça crée des réactions aussi. Alors il y a des gens, il y a ceux qui aiment. Et il y a ceux qui n'aiment pas aussi. Il y a ça, puisque maintenant on est dans une société avec les nouveaux outils où il y a ce qu'on appelle les haters. Ça, c'est autre chose à gérer, je crois, pour la nouvelle génération. Et pas pour vous? Ça ne vous touche pas plus que ça? Euh, Écoutez, moi, ça va, en fait. De ce côté-là, j'ai, j'ai l'impression que j'ai un capital sympathie de la part du public que je conserve et qui me va. Ça, c'est parce que vous dites dans le livre que le sourire est un rempart, je crois, au monde extérieur. C'est vrai que le sourire permet beaucoup de choses. Oui, oui, ce sourire, ben, vous voyez, en fait, je crois que je ne sais pas parler sans sourire. Je vais le travailler. Je vais essayer d'être plus sombre, mais ça ne Non, fait pas non, partie de ma personnalité. ne changez pas. Daniel, et non, il faut nous lire un extrait, pardon, Sophie, c'est à Ah oui, vous. j'ai choisi un extrait court. Alors, cet extrait que j'ai choisi, en fait, je voulais le mettre dans le spectacle. Et c'est un texte que j'aime bien, mais avec la metteuse en scène qui a fait l'adaptation avec moi. On n'a pas réussi à le mettre dans le spectacle. Enfin, ça n'allait pas dans l'équilibre du spectacle, donc je vais vous le lire. Suzanne D'ailleurs, du silence. Pardon? d'ailleurs, Sophie, est-ce que vous pouvez aussi nous parler du spectacle après la lecture? Oui. Alors, je vous lis ce court extrait. Suzanne du silence. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est moi. Les jours passent, je les effeuille. Je reste sans nouvelles, ignorant où tu es. La solitude est toujours en grand format. La vie ne donne pas de réponse à tout le monde, mais tout le monde cherche des réponses. C'est étrange. Quand je n'ai plus de contact avec une personne, je me demande chaque fois ce que j'ai fait. Je traque quelle erreur j'ai pu commettre pour en arriver là. Tu es devenu comme une destination lointaine, si lointaine que je ne peux t'atteindre. J'envoie des messages, mais en vain. Des bouteilles à la mer, des radeaux qui prennent l'eau, des râteaux sans terre. Le temps, le rythme de nos vies, l'entourage remplissent nos bagages vers des chemins différents. La distance creuse nos routes comme les sillons de nos visages. La distance, je l'aime dans un parcours. En revanche, celle qui tient à l'écart pour permettre de passer à autre chose m'effraie. On se fait à tout, on ne s'en rend pas compte. C'est progressif. On évite d'y penser, on se projette ailleurs. Les souvenirs restent et nous ne garderons pas forcément les mêmes. Je t'écris beaucoup, Suzanne. Tu es ma confidente. Je vais trouver pourquoi ce silence. Je vais comprendre. Merci. Et je précise que ce n'est pas un livre qui est destiné aux fans de la grande Sophie, la chanteuse. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que c'est un livre qui est vraiment destiné à tout le monde et pas uniquement à ceux qui vous suivent aussi. Je pense que c'est important de comprendre qu'il est beaucoup plus intemporel que ce qu'on pourrait penser au prime abord, de prime abord. Donc racontez-nous finalement ce spectacle, Sophie, parce que comment vous l'avez mis en scène, comment vous arrivez. Alors nous, quand on vous lit, on l'imagine très bien en effet en spectacle, mais est-ce qu'il y a des choses qui divergent du livre notamment? Alors déjà, on a dû faire énormément de choix, sélectionner beaucoup moins de lettres parce que là, il y en a une centaine. Mais le spectacle, il fallait trouver un équilibre avec mes chansons.
C'est aussi revenir sur des chansons, j'amène le public dans les coulisses. Par exemple, je leur montre sur scène la maquette de Du Courage. C'est à la fois... alors, c'est pas une lecture musicale hein, sur scène, ce spectacle. C'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression que c'est ma comédie musicale à moi, parce que c'est très vivant. Je chante, je lis, je connais des lettres par cœur, je danse. Euh, il y a une interaction aussi avec le public que je ne voulais pas perdre. Ça, c'est ce que j'ai dit à la metteuse en scène dès qu'on a travaillé ensemble. J'ai toujours communiqué avec le public parce que j'aime ça et c'est ce qui fait que chaque soir, c'est différent. Donc là, il y a ces moments-là aussi avec le public. C'est un spectacle qui dure 1 heure et demie et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai bossé comme une malade. Parce qu'au début, ça m'a effrayée de travailler avec une metteuse en scène qui soit aussi très pointue, qui en fait voit tous les détails que je ne voyais pas quand je travaillais avec des musiciens parce que je gère beaucoup mes équipes. Et étant au centre de tous mes projets, ben, je ne pouvais pas travailler parfois beaucoup plus sur moi-même. Là, le fait de travailler avec une metteuse en scène, c'était un œil extérieur qui voyait tout. Donc, ça a beaucoup enrichi ce que je propose. Et, euh, et sur scène, c'est beaucoup plus chronologique que dans le livre. Très bien. Et d'ailleurs, Voilà on ce que je précise peux vous dire du spectacle. que toutes les lettres sont adressées à Suzanne avec toujours un petit diminutif ou un petit surnom, quelque chose qui Oui. permet de l'identifier au quotidien. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais comment vous les avez écrites, ces lettres? Est-ce que c'était tout au long des dernières années? Est-ce que c'est quelque chose qui a germé en vous là récemment et vous avez tout écrit d'un coup? Comment vous avez travaillé la chose? Alors, c'est ce que je disais à Marie-Eugène quand je l'ai rencontrée. Je lui ai fait lire quelques-unes de ses lettres, mais j'en avais encore beaucoup dans ma tête. Je crois que vraiment tout était inscrit dans ma tête. Et j'ai beaucoup écrit, je pense, ces 2 dernières années, principalement. Mais en fait, c'était pour faire sortir ce qui était au fond de ma tête. Très bien. Daniel, vous tout à l'heure, vous disiez que vous viviez près d'un lac, et que finalement c'est celui qui accompagnait votre quotidien, et vous d'ailleurs vous terminez l'ouvrage avec lui. Vous dites même que finalement vous ne saviez pas quoi en dire tellement il y avait de choses, et qu'il aurait pu d'ailleurs en faire l'objet d'un seul livre, rien qu'à lui tout seul, comme si finalement c'est lui qui terminait la boucle intemporelle que vous vouliez, la boucle d'un lac finalement. Euh, Comment vous avez choisi tous ces lacs? Ça, c'est ma première question. Et ensuite, l'ordre des lacs, il est important parce que vous commencez par le lac de Vinci, qui a un côté évidemment historique extrêmement puissant, où on imagine ces grands noms politiques plus fous les uns que les autres, se réunissant parfois autour de cette table et liquidant une solution finale en 1h30. Pourquoi vous avez commencé par ça? Et notamment ensuite, pourquoi vous avez fait ce choix des lacs? Qu'est-ce qui a façonné votre envie de choisir cela et pas les autres? Donc, ça fait bien une quinzaine d'années que je fais le tour des lacs et j'écris les textes au fur et à mesure. Bon, bien sûr que sur les conseils de Marie, je les ai revus une fois qu'on a fait un livre, mais c'est des textes qui se tiennent par eux-mêmes en général. Et pour le choix de l'ordre de ces lacs, alors j'avais envie de commencer par un lac qui a cette caractéristique particulière que c'était un lac frontalier et que ce n'est plus un lac frontalier. Donc il y a des lacs qui changent de statut au cours de l'histoire, qui sont frontaliers et qui ne le sont plus, ou qui n'ont jamais été frontaliers et tout à coup on se met à les couper en deux. Et donc le cas du Wannsee est emblématique. Donc le Wannsee, c'est un petit lac qui est aux portes de Berlin et qui, pendant la guerre froide, a été coupé en deux avec des filets et des sous-marins de poche pour vérifier que personne ne passe d'un côté à l'autre. Évidemment, l'eau passait d'un côté à l'autre, les vagues passaient d'un côté à l'autre, mais je me souviens d'avoir vu ce Wannsee dans une situation très particulière qui était, voilà, de l'autre côté, c'est pas chez nous, et pourtant là, c'est des gens qui parlaient l'allemand des deux côtés, et le lac a été coupé en deux à la fin de la guerre et ne s'est rouvert qu'à la fin de la guerre froide. Donc, raconter ce lac, qui est un tout petit lac, me permettait d'entrer dans le sujet, comme il y a par la suite d'autres lacs qui ont été coupés, alors beaucoup plus tard, entre l'Estonie et la Russie, qui pendant très longtemps ont fait partie du même pays, qui était à l'époque l'URSS, et qu'à un certain moment, on a décidé de couper. Donc,
Ça, c'est pour moi des repères importants. Et comment je les ai placés? Ben, c'est par continent. J'en avais encore quelques autres. Et c'est avec Marie que est arrivée cette idée de montrer que dans chaque continent, il y a des lacs particuliers. Et on termine par les lacs qui sont autour que je connais le mieux. Parce que je dis toujours, il y a tellement de gens qui ont trempé leurs plumes dans le Léman, il y a tellement Et d'auteurs. pas que, Vraiment. et pas que leurs plumes. Et pas que leurs plumes, c'est vrai. Et donc, voilà, quand on arrive souvent dans une situation comme ça, quand on décrit un paysage, il y a des écrivains locaux qui ont décrit le Wannsee, il y a des écrivains locaux qui ont décrit le lac russe, mais euh, on se dit, ben, est-ce que j'ai vraiment encore quelque chose à raconter en plus que tous ces gens-là? Donc, on commence par les lire et ensuite, voilà, on essaie de trouver l'angle par lequel cela peut continuer de nous interroger. Alors, l'ordre, oui, c'est par continent. Le seul continent qui a pas de lac frontalier, c'est l'Australie, évidemment, puisque c'est le même pays pour tout un continent. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous parliez des références littéraires. Le livre est gorgé de références littéraires. Ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur certains écrivains qui écrivent sur ces lacs ou en tout cas leur environnement. Là aussi, ça veut dire que vous êtes un immense lecteur pour avoir trouvé toutes ces références-là. Sur chaque lac, il y a des lacs, à mon avis, dont certains sont quand même plutôt méconnus pour le grand public. Vous êtes allé chercher véritablement aussi dans votre mémoire sur chaque lac à chaque lac visité, vous faisiez aussi une recherche littéraire sur ce qui se passait autour. Alors, en tout cas, j'emmenais les livres qui parlaient de ce lac en allant voir ce lac. Et ça, pour moi, c'était très important. J'ai fait la même chose sur d'autres trajets que j'ai fait entre Paris et Bâle à pied, en faisant le tour de la Suisse à pied, etc. Chaque fois, j'emmène des livres. Euh, alors, comment j'ai choisi bah, qu'ils ne soient pas trop lourds et que je ne dois pas l'emmener trop. Et après, je confronte vraiment le regard qu'il y a eu, par exemple, le lac de Constance. J'avais découvert ces textes de Gérard de Nerval, on ne l'attendrait pas du tout là. Et j'emmenais ces textes et tout à coup, je me rends compte qu'il parle de la situation frontalière de ce lac. Donc, c'est un lac entre la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Et il dit que à son époque, il y avait 5 pays autour de ce lac. Donc, l'Allemagne n'était pas réunifiée, il y avait la Bavière séparée. Et donc, il dit qu'il y a un journal qui s'imprime sur l'eau et qui est distribué parce que c'est un journal qu'on ne pourrait vendre dans aucun pays sans qu'il tombe sous la censure. Et donc, il montre un usage politique du lac et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça, on le trouve que en lisant les livres que d'autres ont écrits sur ce lac. Vous parlez souvent d'obsession, d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport au déplacement, par rapport finalement aussi aux migrations, aux frontières. Il y a une véritable obsession pour ça. Est-ce que cette obsession continue d'exister et comment elle se manifeste finalement? Oui, j'ai une obsession pour les frontières parce que je me suis aperçu que voilà, elles sont présentes dans la vie politique de tous les jours et que interroger la frontière, c'est aussi interroger la question de la nationalité. C'est-à-dire que quand on habite au bord d'un lac frontalier, on a beaucoup plus de peine à dire je suis que de ce pays et que de celui-là et tous les autres pays autour du monde, autour de voilà, tous les autres pays ne m'intéressent pas. Et dès qu'on a plusieurs pays dans son paysage intime, parce qu'on le voit en permanence, un autre pays en face de soi, je pense que ça fait fondre le nationalisme qu'il peut y avoir en chacun de nous. Et ça, pour moi, voilà, c'est le grand problème du siècle, c'est la reconstitution permanente du nationalisme. Eh bien, c'est à vous pour un extrait, Daniel. Puisque vous avez parlé du Léman, je vais lire tout au début de comment j'ai vu ça. Difficile pour moi de rendre compte du Léman avec des yeux neufs. Heureusement, au début des années 2020, j'ai rencontré Virginie, qui a changé mon regard sur lui. Elle aime ce lac, mais avec plus de distance. En voiture, elle a visité Évian et Lausanne, mais guère plus. Je me souviens du jour de notre rencontre. C'était au bain des Paquis, sur la Rade, à Genève. Baigneuses et baigneurs, nous nous entretenions de tout et de rien. À cette occasion, elle m'avait dit qu'elle aurait très envie de faire le tour du lac à pied, mais par étapes, pour tenir compte de son emploi du temps,
qui n'avait pas l'air simple entre ces deux vies, l'une à Genève, l'autre à Paris. Je l'ai revue quelques jours plus tard, au même endroit. Elle nageait son 4 fois 100 mètres avant d'étaler sa crème solaire. Elle m'a reparlé de son envie de faire le tour du Léman. Tenter ensemble cette randonnée m'a séduit et je lui ai proposé un essai. Ce serait une Française et un Suisse autour d'un lac qui n'est ni à l'un ni à l'autre, mais aux deux à la fois. Pour une première étape, en plein été, avant la tombée de la nuit, je réserve pour nous une table au bord de l'eau, à l'écart de la route, sous des platanes, à une dizaine de kilomètres de la ville. 2 bonnes heures depuis Genève, un petit entraînement. Notre rendez-vous est au Baki et nous voilà partis. Pour un itinéraire sans trop de voitures, nous traversons les parcs du bord du lac jusqu'à un bâtiment que j'appelle la fabrique de vaseline du capital, en réalité le siège de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons lu l'un et l'autre Belle du Seigneur et savons que l'amant d'Ariane passait là de mornes journées à échafauder toutes sortes de stratagèmes rocambolesques et amoureux. Après le jardin botanique, où la roue d'un pan encombre notre parcours, nous grimpons par le chemin de l'impératrice Eugénie jusqu'à un autre bâtiment, surveillé par des militaires et des caméras, l'ambassade des États-Unis d'Amérique. La ville de Genève se termine ici. Virginie est en robe d'été, un gilet de laine dans son sac à main. Je porte des sandales ouvertes et un pull sur les épaules. Nous longeons les grilles de résidence diplomatique jusqu'à un site soudain dégagé en surplomb du Léman. Devant nous, une table d'orientation en demi-lune indique le nom des sommets, tous en France. Le Dôme du Goûter, le Mont Blanc, l'Aiguille du Midi et les Grandes Jorasses. Je désigne à Virginie l'endroit de la rive d'en face qui s'avance dans l'eau. À la pointe d'Ivoire, le petit lac se termine. Plus loin, le Léman s'élargit, prend la forme d'une banane pendue au Rhône par ses deux extrémités. Les 3/5 de son étendue sont en Suisse, le reste en France. Nous contemplons un décor éclairé par les premiers tons roses du soir. Virginie raconte que nous nous trouvons face à la plus grande masse d'eau du continent et à son sommet le plus élevé. Léman et Mont Blanc, profondeur et hauteur, deux extrêmes de l'Europe. Pour ne pas être en reste, j'explique que pour qu'une goutte d'eau du Rhône traverse entièrement le Léman jusqu'à Genève, elle a besoin de 12 ans. Elle voyage d'abord dans le haut lac, puis le grand et le petit. Portée par les seules couches de surface, elle pourrait atteindre Genève en quelques jours. Les pêcheurs qui travaillent avec des filets dérivants ont observé que ceux-ci se déplacent. Parfois, ils s'accusent mutuellement d'avoir posé des filets en territoire étranger, bien qu'ils aient agi de bonne foi. Tu en sais des choses, dit Virginie avec malice. S'il te plaît, on ne pourrait pas avancer un peu, j'ai froid. À travers une prairie ornée de perchoirs pour les rapaces et d'un ruisseau dans les roseaux, nous rejoignons le bois qui borde l'autoroute et la piste de l'aéroport, nuisance sonore garantie. Après un grand parc, je montre à Virginie la résidence de Gorbatchev, celle où il a rencontré Reagan pour mettre fin à la guerre froide. Elle écoute patiemment. Vous les Suisses, dit-elle, c'est ça votre truc. Les bons offices. Ça doit bien rapporter. Mais moi, j'ai faim. Nous passons sous les voies et la route pour arriver au restaurant du Creux de Gentou. Une plage de galets, des pédalos alignés, une buvette déjà fermée, une lumière céleste encore douce. Virginie enfile son gilet de laine bleu. Nous prenons place l'un à côté de l'autre pour voir le Léman et les lumières de la rive d'en face, avec le Salève par-dessus, comme un dos d'éléphant. Plusieurs fois, je lui demande si elle n'a pas froid, parce que moi, sans le dire, j'apprécie peu la brise du soir. On nous apporte des couvertures et le vin rouge du pays. Sur mon téléphone, je lui lis la distance que nous venons de parcourir, 12 kilomètres. Une première étape, dit-elle, ça donne envie. Et combien de temps pour le tour complet? Nous nous amusons à deviner le métier des autres clients. Elle me parle du sien. Elle travaille dans le commerce des matières premières, passe en moyenne 3 jours à Genève et 4 à Paris. De son bureau, dans une tour de la Défense, elle peut voir jusqu'à l'Arc de Triomphe. Elle trouve ses collègues sympathiques et son travail plutôt privé de sens. Après le repas, pour rejoindre la gare de Versoix, nous marchons dans la nuit, traversant un ruisseau, un campement de gitans, jusqu'à la clarté des lampadaires de la gare. Virginie se souvient qu'ici, Voltaire a conçu le projet d'une ville nouvelle. Dans l'attente du train, sur le seul banc du quai, j'ouvre l'application Wikipédia
À l'époque, Versoix était un territoire français. Le but de la construction d'une ville nouvelle était de concurrencer Genève. Le plan a été abandonné en 1777. En 1815, la commune a été rattachée à la Suisse. Voilà, dis-je, ici est terminée la présence française sur la rive nord. Voyons, réplique Virginie, on s'était mis d'accord pour que je ne sois pas la représentante de la France. Pas grand monde dans le train, à part un groupe de femmes de ménage sud-américaines en conversation pour une histoire de patron mauvais payeur. Derrière la vitre du compartiment, le léman sans lumière et qu'une béance noire. Merci, Daniel. Et on imagine que l'obsession ne va pas s'arrêter là. Vous allez continuer à parcourir le monde à travers différents lacs. Bon, oui, évidemment, Oui. peut-être. Alors, j'ai une dernière question pour vous quatre. C'est celle que je pose habituellement à chacun des invités. Et on va la mixer en deux parties finalement. La première, c'est de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez mettre en avant. Et la deuxième, celle de se projeter dans un personnage de fiction pour lequel vous aimeriez être pendant 24 heures dans sa peau. Et si vous pouviez changer son destin ou pas, et que vous respectiez la parole de l'auteur. Karine, c'est à vous pour commencer. Alors, l'auteur que je voudrais mettre en avant, c'est une autrice qui est une autrice australienne que j'ai découverte au hasard de mes lectures pendant mes recherches aussi par rapport à mon roman, qui s'appelle Lily Brett et qui a entre autres écrit Lola Bensky qui a été traduit en français et un autre bouquin d'elle qui a été traduit en français, mais que je vous montre aussi en anglais, parce qu'en anglais, le titre est quand même beaucoup plus rigolo. C'est You Gotta Have Balls en anglais, et en français, c'est Chaud devant. Moi, j'ai lu, euh, j'aime bien lire en anglais avec la traduction française si jamais il y a des trucs qui m'échappent. Et en anglais, c'était vraiment très très drôle. Bon, ça a un peu vieilli par ailleurs. Il y a des trucs un peu pré-MeToo. Bon, mais il y a beaucoup de choses vraiment très rigolotes où dans Chaud devant, elle raconte très rapidement comment elle a un père. Elle a un père qui est un survivant de la Shoah, qui a 87 ans et qui va commencer et qui a un projet d'ouvrir un restaurant de boulettes. Voilà, c'est c'est très drôle. Voilà, et c'est très joyeux et voilà. Et je passe, je répondrai à la question à la deuxième après. Non, 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 vous pouvez y aller, Karine. Ah, bah parce qu'en fait, j'y ai Sauf si pas ça vous laisse vraiment le temps de réfléchir, hein. réfléchi. Ouais. Ok, très bien. Alors, Marin, c'est à vous. Alors, moi, je ne sais pas si c'est un auteur méconnu, mais c'est un auteur qui, je pense, n'est pas tant lu que ça, qui est Pierre Michon avec Les Vies minuscules. C'est un ouvrage que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a beaucoup plu parce que je suis assez sensible aux auteurs qui ont une écriture assez dense et poétique, et on peut dire que le style, que la plume de Pierre Michon est assez prodigieuse, assez belle, très soignée. Et donc, ça m'a tout de suite plu. Assez dur d'accès en soi, d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément une qualité pour le coup, mais parce que ça demande souvent de se replonger dedans, de relire les phrases pour bien les comprendre. Mais en tout cas, c'est un ouvrage que je trouve très beau, et pour ceux qui ne l'ont pas lu et que ça intéresserait, c'est un ouvrage dans lequel Pierre Michon finalement se raconte, même si c'est quand même c'est inventé, déformé, mais se raconte à travers d'autres vies que la sienne. Donc, il fait le portrait d'un certain nombre de personnes, peut-être une quinzaine, qui sont ce qu'on pourrait appeler des petites gens, auxquels il accorde beaucoup d'importance. Et en filigrane, il va raconter son parcours et sa naissance d'écrivain. De toute façon, c'est un peu ça quand même le sujet du livre. Et c'est vraiment très beau. Et voilà. Donc, je le recommande. Les 8 minuscules de Pierre Michon. Et pour la deuxième question, alors c'est peut-être un peu de la triche, mais si je devais prendre la place d'un personnage de fiction, ça serait le narrateur de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui n'est pas Marcel Proust lui-même, mais qui est quand même un double qui y ressemble beaucoup. Et parce que ça me permettrait de me glisser dans la peau le temps d'une journée de ce que je considère être le plus grand écrivain français. Il y a
il y a chez Proust une acuité, une grande finesse dans l'observation des choses, des images qui sont magnifiques, un rapport au temps évidemment. Donc c'est beaucoup d'humour, un humour assez même parfois féroce et qu'on connaît pas beaucoup, mais qui est là. Et donc c'est évidemment ça me plairait beaucoup. Et donc chez son narrateur évidemment, puisque c'est encore une fois tout un homme de lui-même. Et finalement, ce qui m'intéresserait le plus, c'est ça serait de prendre la place d'un autre écrivain plus que de son personnage. Très bien, parfait. Sophie, c'est à vous. Alors moi, j'ai choisi comme auteur, j'ai choisi Édouard Levé, que j'aime beaucoup, qui est un auteur pluridisciplinaire parce que il est photographe, il est écrivain, enfin il était parce que malheureusement il est mort. C'est un artiste quand même très contemporain, qui est mort en 2007, je crois. Et donc photographe, écrivain, plasticien, peintre. Et il a écrit un livre que j'adore, qui s'appelle Autoportrait. Et il se décrit dans ce livre, c'est vraiment un portrait de lui, un autoportrait justement, où il explore qui il est, mais avec une grande sincérité. Et il cherche absolument pas à enjoliver les situations qu'il a traversées. Et c'est assez cru d'ailleurs, et assez brut comme écriture. C'est une écriture assez segmentée. Ce sont des phrases très courtes. D'ailleurs, je peux vous en donner quelques-unes parce que je les adore. Sûr. Par exemple, il dit j'ai peut-être parlé sans le savoir à quelqu'un qui a tué quelqu'un. Je ne sais pas, euh, je ne sais pas sur qui j'ai de l'influence. Je ne pourrais dire qu'une fois, sans mentir, je meurs. Le plus beau jour de ma vie est peut-être passé. Enfin, c'est plein de phrases comme ça que j'adore. Et il a fait aussi des expos super. Voilà, donc Édouard Levé, autoportrait et tout le travail qu'il a pu faire, même en photo et en photo principalement d'ailleurs. Il a beaucoup travaillé, par exemple, sur une ville qui s'appelle Angoisse. Il est allé faire des photos dans cette ville euh, pour se confronter au nom, en fait, si ça représentait réellement une angoisse ou pas. Donc, il y a toute une série de photos sur cette ville où j'aimerais aller d'ailleurs pour voir à quoi ça ressemble. Voilà pour le personnage. Alors, bon, j'ai choisi l'humour. Personnage de fiction, j'ai choisi la petite poussette de Anderson, parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui est grande comme un pouce. Et évidemment, avec mon nom, la grande Sophie, ben, c'est vivre peut-être l'inverse. Cette petite fille, il lui arrive tout un tas d'aventures, mais finalement, elle s'en sort très bien. Et je crois que si je devais changer quelque chose dans ce conte, c'est la fin où elle sauve une hirondelle. À un moment donné, elle part sur son dos et l'hirondelle la dépose dans le royaume des fleurs où elle rencontre d'autres personnages comme elle qui sont aussi petits qu'elle et du coup, elle se marie avec un personnage aussi petit qu'elle. Et moi, je crois que je l'aurais fait vivre avec l'hirondelle. Que ce soit moins communautaire, justement, qu'elle reste avec la personne qu'elle a sauvée et voilà. Très bien, c'est un beau message. Et en effet, on voit la ressemblance avec Édouard Levé sur la lucidité de l'autoportrait, clairement, avec votre texte. Il y a un Bah, véritable j'espère que parallèle. en tout cas, mon texte est sincère aussi. Voilà, c'est peut-être le point commun entre nos deux textes. Allez, c'est à vous, Daniel. Qui avez-vous choisi? Ne répondez pas à un lac, hein, Daniel, hein. Alors, j'ai choisi ça, vous voyez, ça se voit. C'est Agatha Christophe. C'est une écrivaine qui était réfugiée en Suisse après avoir quitté la Hongrie en 1956, qui a appris le français à 18 ans. Elle parlait absolument pas français et qui a écrit tous ses livres en français. Et donc, il y a un style très particulier qui vient du fait qu'elle ne maîtrise pas l'ensemble du vocabulaire. Et elle est un peu oubliée aujourd'hui, mais c'est une autrice qui a eu un énorme succès dans le monde entier. Je me souviens d'être allé avec elle dans des pays comme le Japon, 400 000 exemplaires. Voilà, c'était incroyable. Et c'est parce que ce qu'elle raconte est absolument universel. Je trouve ça. Alors, il y a le style, et puis il y a cette manière. Alors que je sais très bien
ce qu'elle raconte est absolument basé sur ce qu'elle a vécu en Hongrie dans sa jeunesse. C'est l'histoire de deux jumeaux qui sont un peu espiègles et assez cruels. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que elle arrive à utiliser sa biographie pour en faire quelque chose d'universel. Et ça, chapeau. C'est pas tous les jours. Voilà. Le personnage. Ben moi, c'est là, je peux y aller avec les lacs, ou bien c'est possible. Ben, c'est Fabrice dans La Chartreuse de Parme, parce que Fabrice, c'est un personnage au début du livre, il traverse un lac pour aller de l'autre côté dans un autre pays, et à la fin, il s'enfuit à travers un autre lac pour revenir depuis l'Italie, pour passer par la Suisse, pour aller en France. Et je trouve que c'est un personnage auquel finalement, j'ai rien à changer. Les personnages de Stendhal, je m'en suis toujours senti très très proche, même s'ils sont très très ambigus souvent. Mais c'est des personnages très politiques. C'est des personnages qui regardent bien ce qui se passe dans leur siècle. Et là, par exemple, Fabrice, il est fasciné par Napoléon parce que c'est son époque. Et je trouve que Stendhal, il raconte des choses intéressantes comme ça, quoi. C'est ça qui fait que je l'admire. Eh bien, parfait. Merci à tous les quatre. Merci Marie d'avoir réuni aussi ces quatre-là. Je vous remonte donc les ouvrages. Alors là, vous avez donc les deux romans de Karine et de Marin. Et de l'autre côté, vous avez donc deux objets non identifiés. Voilà, parce qu'ils regroupent finalement beaucoup de choses. L'ouvrage de Daniel de Roulet et l'ouvrage de la Grande Sophie. Merci infiniment à tous les quatre pour votre temps et pour vos mots et pour vos livres, surtout, que j'espère vivront encore longtemps dans cette rentrée littéraire où il y a beaucoup, comme toujours, de livres, mais on espère que les vôtres auront un petit quelque chose en plus et que, ils continueront à exister le plus longtemps possible. Merci infiniment à tous les quatre et à Marie, comme toujours, exceptionnelle. Merci Merci beaucoup. Anthony. Avec grand Merci. plaisir. Merci à tous. Très Merci belle à tout soirée le à vous. monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde.